à tous. Je suis très content de vous voir ici aujourd'hui, surtout depuis qu'on a réussi à faire fonctionner donc, le matériel. C'est vraiment important. Merci beaucoup à Clément. Grâce à lui, cette conférence va pouvoir avoir lieu. Alors, dans un tout premier temps, après les bienvenus d'usage, j'aimerais saluer votre intérêt. Vous avez sacrifié votre temps pour être ici. C'est vraiment important pour nous autres chercheurs. J'aimerais également saluer le fait que la Fondation Barbey-Muller nous offre à nous, chercheurs, la possibilité de faire un travail de terrain, d'aller dans des endroits difficiles, très éloignés, qui sont le plus souvent un petit peu boudés par les anthropologues. Et grâce à eux, on peut faire un travail de qualité, on est bien soutenu, on est encadré, et je tiens à les remercier personnellement, et c'est vraiment important pour nous. Maintenant, en plus du soutien de la Fondation, les collègues avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir collaborer m'ont vraiment beaucoup apporté. Donc Anne-Joëlle, merci beaucoup. Chère directrice, Laurence Mattei, merci beaucoup. Grâce à vous, tout ça a été rendu possible. Alors, j'aimerais, après ces remerciements d'usage, féliciter donc les conférenciers qui ont eu la chance de pouvoir prendre la parole avant moi. Dans un premier temps, Pascal-Marie Milan, qui nous a fait connaître un exemple de gynécocratie contemporaine, l'ENA du Yunnan. Clément Jacquemou, qui lui nous a divulgué un petit peu les secrets du calendrier chamanique altaïen, un peuple turc de Sibérie. Et Gustave, son nom de famille m'échappe toujours, Fersmichmer, qui nous a fait donc découvrir la richesse de cette culture des Jiyé du Soudan et leur manière la spécificité de la transhumance qu'ils ont, surtout dans un contexte de guerre et de guérilla qui rendent leur vie vraiment très difficile. Donc aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus pacifique, nous allons parler des bâtis. Enfin, je vais vous parler des bâtis. Alors, dans un premier temps, avant de vraiment comprendre le rapport qu'ils ont au temps, c'est important que vous saisissiez un minimum qui sont les bâtis. Alors, on n'a pas vraiment le temps de rentrer sur l'identité, mais je vais quand même vous donner un petit aperçu du contexte culturel. Alors, les bâtis sont un peuple qui n'a jusqu'à présent jamais été étudié par des anthropologues. Moi, j'ai eu la chance d'entendre parler d'eux quand j'ai parlé avec un professeur, le professeur Roy Allen de l'Université de Kent, qui lui-même, grand spécialiste de l'île de Céram, ça fait 40 ans qu'il y travaille, il a des doctorants qui sont là à plein temps, et donc lui, il s'occupe d'autres populations qui s'appellent les Noaoulou. La majorité du commun des mortels les appelle les Alfures, mais c'est simplement une appellation comme nous on appelle les autres sauvages. Alfures, ça veut juste dire des personnes vivant sur cette île. Donc quand je lui ai posé la question, ce professeur Roy Allen, il m'a dit, écoutez, moi, je vous déconseille d'aller chez Noaoulou, il y a beaucoup de monde déjà, mais par contre, je vous encourage à aller chez les bâtis. Alors je lui ai dit, oui, bien sûr, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur eux? Il m'a dit, rien. Il m'a dit, bon, vous devez aller à peu près dans le district de Kiandarat, c'est tout à l'est, courage. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. D'abord dans la bibliothèque, il n'y avait rien sur Internet, il n'y avait que des sites un peu bizarres qui montraient des animaux, des animaux ailés, des animaux préhistoriques. Du coup, je ne comprenais pas vraiment. Il m'avait parlé d'une population qui s'appelle les Orang Bati. Alors, comme vous êtes tous familiers avec le langage indonésien, bien sûr, Orang, ça veut dire humain ou homme. Ça dépend un petit peu comment on prend les choses. Donc, Orang Outan, ça veut dire un homme de la forêt. Donc, on voit déjà que c'est une appellation qui a été donnée par les colonisateurs, qui ont appelé donc le singe l'homme de la forêt. Et Orang Bati, ça veut simplement dire l'homme bâti. Alors quand on regarde sur Google, on trouve vraiment des choses assez exécrables sur ces gens. Du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas faire confiance à ça. Je suis donc allé sur place. Alors, veuillez m'excuser parce que entre Mac et PC, des fois, les choses sont compliquées. Du coup, j'ai travaillé sur Mac, ce qui fait que le PowerPoint est un petit peu coupé. Donc, je me suis rendu sur l'île de Céram, qui se situe donc entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Vous avez ici la mer des Moluques. Juste là, vous avez l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Irian Jaya, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, pour s'y rendre, c'est assez simple.
On prend l'avion, Jakarta, etc., etc. Mais pour comprendre un peu ce qui s'est passé, j'ai fait d'autres recherches sur Internet et je me suis rendu compte que dans cette zone, c'était un petit peu une poudrière, dans le sens qu'il y avait eu beaucoup d'affrontements entre les chrétiens et les musulmans. Personne n'avait gagné, hein. Mais par contre, il y avait à peu près 10 000 morts. Du coup, je me suis demandé un petit peu si c'était sûr d'y aller et j'ai commencé à faire des recherches historiques pour un peu comprendre le contexte dans lequel j'allais me lancer. Alors, avant que les Européens y arrivent, cette zone-là était très très connue pour sa production d'épices, spécifiquement la noix de muscade et le clou de girofle. Des marchands malais et chinois se chargeaient de ramener tout ça en Asie et des marchands indiens et arabes fournissaient le Moyen-Orient. Après ça, les colons européens sont arrivés, ils ont tué tout le monde, ils ont pris le monopole de toute cette zone. Dans un premier temps, les Portugais, puis les Espagnols, ensuite les Hollandais. Les Anglais sont arrivés, ils ont fait battre par les Hollandais, ils sont repartis. Et l'Indonésie a uniquement eu son indépendance des Hollandais après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. À partir de là, donc, il y a eu beaucoup de mouvements indépendantistes, chrétiens contre musulmans, comme je l'ai dit avant, et c'était un petit peu une poudrière. Ça, c'est pour le contexte culturel. Maintenant, pour l'origine du peuplement de Céram, beaucoup de gens se posent des questions. Oui, mais ces gens, d'où ils viennent? Alors, c'est très compliqué de savoir d'où ils viennent. Comme on a pu le voir avant, comme je vous l'ai montré dans la diapositive avant, il y a eu vraiment un brassage de population. Des gens sont venus de plusieurs pays, de plusieurs continents. Du coup, isoler et de dire, bon alors, ce phénotype amène à penser que ce sont soit des Indiens, soit des Polynésiens, c'est non seulement vague, discutable et extrêmement brumeux. Du coup, un indice fiable, c'est plutôt la famille linguistique duquel ils proviennent. Alors, les langues parlées aux Moluques appartiennent toutes au sous-groupe oriental de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes. Vous n'êtes pas plus avancé. Toutefois, sachez qu'en Indonésie, soit les langues viennent de la branche malayo-polynésienne, soit ce sont des langues papoues. Donc, sur l'île de Céram, on est en plein dedans. Ce sont des langues austronésiennes. L'intérêt des bâtis pour une recherche de terrain. Alors, quand je suis arrivé donc, dans cette magnifique île de Ambon, capitale de la province des Moluques, je suis directement allé à l'université de Patimura. Je me suis entretenu avec des chercheurs, des universitaires, en master, en bachelor, et je leur ai parlé de mon projet d'aller voir les bâtis. Alors, ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit que c'était plus ou moins des animaux, qu'ils vivaient dans une forêt sacrée, donc inaccessible, sur une montagne magique qui la rendait très compliquée en fait l'arrivée au sommet, que eux, ils n'avaient aucun problème parce qu'ils volaient comme des chauves-souris, que c'était très très dangereux de rester à l'extérieur s'il y avait une pluie très fine ou pendant le crépuscule, parce que systématiquement, quand les enfants se faisaient voler ou kidnapper, c'était la faute des bâtis. Quand des cadavres étaient subtilisés dans des cercueils, c'était également les bâtis. Quand de la nourriture est volée à la maison, c'est les bâtis qui l'ont prise. Ils arrivent à lire dans le cœur des gens, c'est pour ça que la majorité des personnes ne vont pas les voir dans le village, simplement parce que s'ils vont les voir et qu'ils ont des mauvaises intentions, les bâtis vont sûrement les découvrir, et dans ce cas-là, ils vont les tuer. Pire que tout, ils entendent tout ce qu'on dit sur eux tant qu'on a les deux pieds nus sur le sol. Alors du coup, ils me parlaient un petit peu à mi-voix avec leurs sandalettes. Alors, le dernier mot qui est ici, c'est invisibilité. Du coup, j'ai dû travailler avec des universitaires qui avaient ces facteurs de peur-là. Alors, je ne vous parle même pas des dockers que je suis allé voir et des personnes qui sont un petit peu moins, comme nous, on pourrait appeler instruites. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais souvent, quand les gens vont à l'université, on a l'impression qu'ils ont un peu moins peur de ce qui est spirituel, de ce qui est supranormal, ce qui n'est pas vraiment le cas. Du coup, j'ai commencé à élaborer mon voyage, j'ai engagé des gens, et voici l'île de Céram. Juste ici, il y a marqué. Donc, par bateau, ici, la voie maritime que nous on a prise, elle nous a fait à peu près 2 nuits et 2 jours. Cette ville, c'est une ville très connue qui s'appelle Bula, très connue en Indonésie. Il y a des gisements de pétrole.
Ici, il y a une autre ville qui s'appelle Tutuktolu, et ici, c'est la petite île de Gezer. Le professeur Roy Ellen m'avait proposé de commencer mon étude là. Ici vit le Raja de toute cette zone, le sous-district de Kandalat. Et c'est uniquement lui qui m'a donné l'autorisation de pouvoir faire mes recherches librement sur toute la zone sans être inquiété par l'armée ou les forces de police. Donc ça, c'est le bateau qu'on a pris, Kapal Motor, comme ils l'appellent là-bas. Le bus jusqu'à Boula. Et enfin, nous sommes arrivés, en vous passant tous les détails et les péripéties du voyage, dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Artafella. Alors, tout au long du chemin, on a eu la chance d'être guidés et accueillis, là, par des personnes extrêmement serviables. Et surtout, des personnes beaucoup plus vieilles que nous. Les vieux ont encore là-bas cette capacité à faire taire les jeunes, à leur imposer le silence, et surtout, ils ont une mine d'informations en eux. C'est-à-dire que, vu qu'on ne savait pas du tout où on devait aller, que tout le monde avait peur des gens qu'on devait aller voir, les seuls qui étaient capables de pouvoir nous donner des informations fiables, c'était les anciens. Et ils nous ont vraiment bien accueillis. Sur le chemin, bon, les gens, sur le chemin, ils sortaient des maisons, venaient nous saluer, ils criaient. Ils n'avaient jamais vu de blanc à part à la télé. Du coup, j'étais vraiment une sorte d'attraction locale. Les femmes enceintes venaient me toucher en espérant que leur enfant devienne blanc. C'était vraiment très gênant, mais après, on ne peut pas non plus se soustraire à toutes les coutumes. Selon eux, bien qu'ils aient jamais vu de blanc, ça avait déjà marché. Il y a déjà des enfants qui étaient sortis blancs. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Alors, une fois qu'on est arrivé dans ce village de pêcheurs qui s'appelle Artafella, on a eu la chance de rencontrer une personne extrêmement importante pour tous les voyages que j'ai fait par la suite, Oumar Boufakar, le chef du village d'Artafella. C'est lui qui a pu nous guider dans la jungle pour monter cette fameuse montagne magique et réussir à aller jusqu'au village des bâtis. Maintenant, pour monter jusqu'au sommet, le hic, c'est qu'on ne pouvait pas y aller les mains vides, sous peine de ne pas être accepté. On devait donc prendre des provisions. Et la seule chose que les gens y mangent, comme nourriture luxueuse, c'est le riz, qui est très lourd, le café, qui est lourd aussi, et le sucre. Du coup, on a dû porter toutes les provisions pour les villageois. C'était un petit peu notre passe, notre moyen d'entrée. Donc heureusement que j'ai été aidé par le guide et par mon traducteur. C'était vraiment très très long. J'ai compris pourquoi il disait que c'était une montagne magique et qu'il fallait des super pouvoirs pour la monter, parce que j'étais vraiment au bout de ma vie quand je suis arrivé en haut. Une fois qu'on est arrivé en haut de la montagne, on passe de l'autre côté et là, après 2 heures de marche, apparaît enfin, après des semaines et des semaines de recherche, des mois de recherche ici, du tâtonnement sur le terrain, le petit village tant convoité des Bati Keloussi de Seram. Le village Bati Keloussi. Alors, ce que vous pouvez voir là, c'est 2 rangées de cabanes en bois qui viennent d'être construites, ça fait maintenant 5 ans, par le gouvernement. Le gouvernement indonésien a mis au point le CAT, KAT, Komunitas Adat Terpencil, qui veut dire, en gros, communauté culturellement éloignée. Et c'est ce bureau qui s'occupe, entre guillemets, de leur apporter la modernité très très lentement. Ils organisent des congrès, ils expliquent comment augmenter la production des jardins, ils leur parlent de l'hygiène, ils leur parlent des maladies, ils essayent de monter des programmes de santé et certaines fois, ils aident à la construction des mosquées. Donc l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, 250 millions de personnes, disséminées sur 17 500 îles. Vous pouvez comprendre que ça fait beaucoup de monde et que ce bureau a énormément de travail. Toutefois, ce bureau leur avait promis des maisons en ciment qui pouvaient résister aux intempéries et à la place, ils leur ont donné des cabanes en bois. Dû à l'exode rural, l'exode des jeunes qui sont attirés un petit peu par les lumières de la ville, beaucoup de maisons sont à présent à l'abandon. Tout simplement, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien, enfin, c'était mieux que les cabanes qu'ils avaient avant,
Mais par contre, malheureusement, elles sont inhabitées parce que petit à petit, les jeunes n'ont plus envie d'y rester. Ce que vous pouvez voir là, c'est la mosquée. Je vous laisse imaginer comment ils ont fait pour monter tous les sacs de ciment, ainsi que les tôles. Et ceci est un bédouk. Alors le bédouk, c'est le tambour avec lequel les fidèles ou les villageois sont appelés à la prière. Petit rappel, bien sûr, parce que je pense que vous avez tous ça en tête, il y a 5 prières par jour, Fajr, qui se fait donc à voix haute avant les premières lueurs de l'aube, Zuhr, qui se fait juste au début de l'après-midi, mais intérieur, c'est-à-dire pas à voix haute, Ashr, c'est exactement la même chose, une prière intérieure vers le milieu de l'après-midi, Maghreb, qui se fait avant les dernières lueurs de la journée, moitié à voix haute, moitié à voix basse, et Aïcha, qui se fait simplement à un moment donné dans la nuit, avant minuit, si possible, et à voix basse. 2 autres rituels très importants qui sont hebdomadaires, c'est la doua du jeudi. Une doua, c'est une prière pour les ancêtres, on va y revenir plus tard. Et deuxièmement, la khutba du vendredi. La khutba, c'est simplement le prêche, qui peut être fait soit par le chef du village, soit par un vieux, soit par un prédicateur, soit par l'imam. Alors, on a eu la chance dans les autres conférences d'être sensible au calendrier bouddhiste, n'est-ce pas? Nous avons eu la chance d'être sensible au calendrier julien et grégorien, qui nous a été amené donc, par Clément. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'initier au calendrier hégirien. Alors, pour le calendrier hégirien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un calendrier qui est uniquement utilisé pour les célébrations religieuses. Dans la mesure où c'est l'observation à l'œil nu de la nouvelle lune qui fait qu'on passe d'un mois à un autre, il y a des trop grandes différences quand quelqu'un observe donc, la lune par exemple dans le Maghreb ou en Indonésie. Pardon, je bafouille. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le calendrier hégirien, mais uniquement pour les célébrations religieuses. Sinon, pour le travail ou pour les autres sollicitations du quotidien, ils utilisent le calendrier donc, astronomique, le calendrier grégorien que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc les 3 célébrations majeures qu'ils ont, c'est le mois sacré de Ramadan, dans lequel il y a un jeûne, l'Aïd al-Fitr, qui est la fête de rupture du jeûne, et l'Aïd al-Kébir, qui, elle, nous amène à penser que nous appelons de manière commune la fête du mouton, où on égorge le mouton. Alors, les bâtis n'ont pas de mouton, mais ils mangent de la chèvre et ils en sont extrêmement friands. L'organisation sociale. Alors, les bâtis sont patrilinéaires, ce qui veut dire, en gros, d'accord, que la filiation se fait par le père. C'est le père qui donne le nom de famille. L'héritage va au fils. S'il n'a pas de fils, ils vont au fils du frère. Si le frère n'a pas de fils, etc., dans toute la famille. C'est une organisation sociale qui est patrilocale, ce qui veut dire que l'épouse va vivre chez l'époux. Par contre, bien que ce soit patricentrique, ce n'est pas une phallocratie. Il n'y a pas de domination de l'homme sur la femme. En fait, dans la pratique, les choses sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que si une femme ou un homme désire se séparer de son épouse, si la femme a les enfants, c'est elle qui garde la maison et l'homme doit partir. Dès le moment où la femme quitte sa marga, donc sa famille, et qu'elle va vivre dans la famille de l'homme, elle appartient à la famille de l'homme. C'est-à-dire que c'est la mère qui la prend comme sa fille. En d'autres termes, elle n'est jamais seule. Elle ne va jamais se retrouver sans rien. Il n'y a aucun cas connu chez les bâtis ou dans les alentours d'une femme qui s'est retrouvée sans rien parce que simplement elle a été rejetée par son mari, ni d'homme qui s'est retrouvé sans rien parce qu'il a été rejeté par sa femme.
Il y a au contraire eu beaucoup plus de cas, je vous expliquerai pourquoi après, d'hommes qui se sont retrouvés sans femmes parce qu'elles sont parties que l'inverse. Du coup, ça laisse un peu à réfléchir à tous les a priori qu'on a par rapport aux cultures qui sont éloignées et qui sont de confessions religieuses différentes. Alors, en gros, une marga, en fait, c'est une famille. Il y a un nom de famille et il y a des descendants. Les bâtis sont extrêmement fiers parce que ce sont eux qui ont peuplé toute l'archipel des Moluques. Selon eux, c'est les premiers habitants de l'île. En gros, pour nous, pour notre culture, ce serait un peu Adam et Ève. C'est-à-dire que les bâtis sont le départ de tout ce qui s'est passé dans les Moluques. Et ils sont extrêmement fiers de cela. Ils s'appellent les premiers. Pour eux, dans leur conception des choses, c'est les premiers à avoir créé une culture. Et c'est à partir de leur village que toutes les Moluques ont été peuplées. Du coup, ils ont extrêmement d'orgueil sur ce point-là. C'est impossible de devenir bâti. C'est-à-dire que soit on l'est, en tout cas pour un homme, soit on l'est, soit si on est une femme, on peut se marier avec un homme et ensuite prendre son nom de famille. Mais moi, je ne pourrais pas devenir bâti, par exemple. Ce serait impossible. Donc à la base, il y avait 8 margas. 4 ont complètement disparu, ont quitté le village. Ils sont allés à Angar, à Tutuktolu, à Rumbo, et il y en a même certains qui sont allés à Ambon. De ces 4 margas qui restent, celle-ci, c'est celle du chef du village, Siason, c'est celle de l'imam, et ces deux-là ont presque complètement disparu. C'est-à-dire que les seuls qui restent de ces 2 margas, ce sont 2 vieux. Du coup, dans la mesure où tous les jeunes sont partis, dans quelques années, il va rester uniquement 2 margas au village. Il faut savoir que dans ce village, il reste à peu près une quinzaine de personnes. Et quand vraiment il n'y a personne qui a envie de rester là-haut, il y a toujours au minimum 2 vieux qui restent en permanence là-bas. Parce qu'ils sont trop vieux, ils ne peuvent plus bouger. Mais ils les laissent seuls quand même parce qu'ils arrivent à se débrouiller. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le village bâti, c'est le dernier village bâti qui existe. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que quand il n'y en aura plus, ce sera autre chose. La culture bâtie va perdurer autrement. Mais en tout cas pas sur le terrain. Alors, je m'excuse. Voilà. Alors, l'agriculture. Vous avez ici la chance de voir l'imam du village. Il y a 2 saisons chez les bâtis. La saison sèche, dans laquelle il pleut régulièrement, et la saison des pluies, dans laquelle il pleut tout le temps. Et en plus de ça, il y a les tempêtes tropicales. Ce qui fait que la jungle dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils se déplacent, où il y a leur jardin et sur lequel est construit leur village, est constituée d'un sol de végétation pourrissante. C'est vraiment dur d'accès, même pour eux. Je vais vous montrer des photos de leur village. C'est extrêmement difficile pour eux de réussir à se débrouiller, à faire pousser des choses, parce que non seulement il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent, à part des tubercules, mais en plus de ça, elles sont très très dures à cultiver. Alors, les bâtis, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment, pour eux, ce sont les premiers des premiers Indonésiens. Du coup, ils sont, dans leur tête, c'est les gardiens des traditions. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser la modernité rentrer chez eux. Pour eux, c'est vraiment interdit. Ce qui fait que leur nourriture de base, qui est le sagou, donc le sagou est une forme de palmier, mais de palmier comestible, il est travaillé comme ceci. Chaque marga a des sagoutiers qui sont dans la jungle, et dès qu'ils ont fini d'en manger un, oui, vous m'avez bien entendu, dès qu'ils ont fini d'en manger un, ils vont en manger un autre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils abattent le tronc, ils le débitent. Grâce à ces instruments complètement inconnus, qui s'appellent un ani, ils réduisent le tronc en sciure. Ah, ouais, c'est bien coupé quand même. Alors,
Ils essorent la sciure avec l'eau de la rivière sur ces structures où il y a tout un système de passerelles, de filtres. Et tout doucement, avec le temps et par décantation, la fécule d'amidon se dépose en bas du liquide, elle est récupérée, elle est séchée et ils en font des pains. En gros, ils mangent plus ou moins du bois. Là, vous avez un exemple de la modernisation de la culture du sagou, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le nani, maintenant, ils font simplement passer le bois dans la machine, ce qui donne directement des copeaux. Dès qu'il s'est mélangé à l'eau, c'est beaucoup plus simple, on récupère le sagou ici. Alors, ça, c'est quelque chose qui se passe tout proche du village, mais ça n'a pas encore atteint le village. Le village, c'est vraiment des irréductibles qui résistent à toute forme de modernité. Pas d'électricité, pas d'hôpitaux, rien. Ceci est un jardin. Alors, les bâtis, pour construire leur jardin, ils déterminent une portion de terrain qui leur appartient, qui appartient en fait à la marga. Ils coupent les arbres aux alentours et construisent des palissades. Maintenant, ça a l'air chaotique à l'intérieur. Pourtant, comprenez que tout désordre est un ordre différent. Il y a des tubercules qui poussent, il y a des légumes qui poussent, il y a des fruits qui poussent. Mais par contre, pour une personne non initiée, c'est extrêmement dur à déceler. Nous, en tant qu'étrangers, je dis nous parce que mon traducteur était aussi étranger que moi dans ce village-là, on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur de l'enceinte du jardin. Ces enceintes sont sacrées. Même eux, ils doivent se laver les mains avant d'y rentrer. C'est-à-dire que si nous, on rentrait dans ce jardin, on le rendrait impur, tout simplement parce qu'on n'est pas des gens purs. En tant que célibataire, j'ai une vie trouble pour eux. Je ne suis pas marié. Du coup, il y a quelque chose de bizarre. Dans la mesure où il y a quelque chose de bizarre, je ne suis pas défini. Soit je suis célibataire parce que j'ai 15 ans, soit je suis marié parce que j'ai un peu plus que 15 ans. Si j'ai 30 et quelques années, 35 ans, et que je ne suis toujours pas marié, ça ne va pas. Je ne rentre pas dans les cases. Du coup, en tant qu'impur, si je rentre dans un endroit pur, ce qui arrivera, c'est que j'attirerai des choses impures. Les sangliers. Et si les sangliers rentrent dans l'enceinte, plus rien n'est comestible. C'est-à-dire que toute la production du jardin doit être jetée. Tout simplement parce que ce sont des animaux impurs. Alors, on restait à l'extérieur des jardins et ils nous ont expliqué ça. Bien sûr, on a acquiescé. Il y a d'autres jardins encore où il y a encore d'autres rites. C'est que des personnes mariées depuis longtemps qui peuvent y rentrer. Il y a des niveaux de sacralité différents à l'intérieur des jardins. Dans les jardins, ils utilisent ces petites maisons où ils se reposent, ils passent beaucoup de temps à faire la sieste. Ils entreposent leurs outils, ils reçoivent des fois des personnes et ils y mangent. La majorité du temps, ils quittent le village, ils passent la journée là-bas, ils travaillent un petit peu, ils dorment beaucoup et ils recommencent. Les denrées qu'ils vendent le plus sont le clou de girofle et la noix de muscade. Alors, énormément de temps est passé à récolter le clou de girofle. Une fois que le clou de girofle est récolté, on doit séparer le produit que nous apprécions beaucoup des tiges, ce qui prend un temps interminable. Des fois, ils travaillent toute la nuit. Dans la mesure où ils n'ont pas d'électricité, c'est très très compliqué. Ça, ce sont les pains de sagoutier qui sont en train de sécher, juste avant d'être mangés. Ça, c'est le clou de girofle. Et la noix de muscade. Donc là, vous avez les trois denrées de base qui, on va dire, prennent le plus de temps au bâti. Ils passent le plus clair de leur temps à cultiver ces choses. Soit ils s'occupent du sagoutier pour avoir à manger, soit ils récoltent et ils travaillent
la noix de muscade et le clou de girofle. Il y a environ 2 à 3 récoltes par année. C'est pour ça que en fait, l'archipel des Moluques était tant convoité par les conquistadors, simplement parce qu'il y a énormément de récoltes, du coup, beaucoup d'argent à se faire. Alors, les tâches quotidiennes, qui prennent aussi du temps, sont également réparties entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est le fils du chef, si sa femme, elle n'a plus envie de rester au village, ce qui se passe très très souvent, c'est l'homme qui doit s'occuper de toutes les tâches. Il fait la vaisselle, pour lui, pour sa grand-mère, pour les vieux, il fait le ménage et il fait également les habits. Alors, beaucoup de gens ici pourraient se dire, oui, mais bon, c'est normal, tout le monde doit participer. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre que notre société a décidé que ces règles-là étaient normales. Dans d'autres sociétés, les choses sont complètement différentes. Du fait que si c'est une société patrilinéaire, patrilocale, patricentrique, c'est extrêmement rare que vous verrez des hommes s'occuper des tâches ménagères et s'occuper également des enfants. Ah, oui. Bon. Alors, une autre activité qui prend beaucoup de temps au bâti, c'est la chasse. Donc là, vous pouvez voir un calao qui a été attrapé. C'est le frère de l'imam avec sa lance quand il part chasser. Très très efficace contre les sangliers, ça les tient à distance. Et ce que vous pouvez voir là, ce magnifique petit chien, est ce qu'on appelle un dhole. Le dhole est un chien qui vit normalement en meute. Il se fait, les bâtis, il les attrape, il les, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il domestique, mais c'est une forme de domestication, pour qu'ils gardent leur jardin. Alors ils les nourrissent avec un mélange d'abeilles et de scolopendres écrasés. Ce qui fait que le chien devient complètement enragé et attaque tout ce qui bouge. Il le relâche dans le jardin, comme ça ils sont tranquilles. Les sangliers, même beaucoup plus gros qu'eux, ne s'approchent pas des jardins, les daims non plus, et grâce à ça, normalement en fait, ils sont tranquilles. Moi, ils sont très très durs à attraper parce qu'extrêmement petits et très rapides. Pourtant, en groupe, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux daims et même aux buffles d'eau. Donc c'est un animal assez dangereux. Alors, maintenant que vous avez une petite idée de qui sont les bâtis, travaillons un petit peu sur le rapport au temps. La mort chez les bâtis, c'est pas quelque chose qui les rend vraiment tristes. Simplement parce que, dans un premier temps, la mort n'est qu'une étape. Quand une personne meurt, on envoie des messagers un petit peu partout pour annoncer qu'une personne est passée dans une autre dimension. Et au bout d'une demi-journée, on va la mettre en terre. Alors, elle est mise en terre soit dans le village, soit à côté du village, soit dans la forêt. Ce n'est pas vraiment très, très important. C'est souvent la personne, avant de mourir, qui choisit l'emplacement de sa tombe. Sa tombe, elle peut être marquée ou ne pas être marquée. Ce n'est pas vraiment crucial. Par contre, ce qui est crucial, c'est que depuis le jour où elle meurt, ils vont tous faire une doua. Alors, une doua, c'est une prière pour les ancêtres. Cette prière des ancêtres se passe comme ceci. Chaque jeudi, après la prière de Hash, à peu près 16 heures, ils se réunissent devant une natte où il doit y avoir des cigarettes, du gâteau, des fruits. Il peut y avoir des tubercules aussi. Et surtout, une cire qu'ils appellent manyang. Cette cire, elle va, ramener les prières qu'ils vont faire en fait à Dieu. Ils ont un rapport à Dieu qui est très spécial. C'est-à-dire qu'ils prient Dieu, mais ils demandent des choses aux ancêtres. C'est-à-dire que les ancêtres vont leur accorder des faveurs, mais au-dessus des ancêtres, il y a Dieu. Mais on ne va pas non plus déranger Dieu pour tout et n'importe quoi. Du coup, on va demander aux ancêtres qui nous aident, et on demandera à Dieu de bénir les ancêtres. Du coup, les ancêtres sont une transition entre Dieu et eux. Si les ancêtres ne sont pas contents, Dieu n'est pas content, et donc des choses horribles peuvent se passer. Donc, le jour de la mort, on fait une doua, et les 9 jours suivants, on fait une doua le soir. Puis pendant 10 jours, on arrête, et les 10 jours suivants, on en fait une autre. 10 jours, on arrête, et 10 jours suivants, on en fait une autre. Tout cela jusqu'au 100e jour. Au 100e jour, on arrête complètement de penser à eux,
jusqu'au 1000e jour. Au 1000e jour, ils rentrent dans le rang des ancêtres et on peut leur adresser des suppliques comme à tous les autres ancêtres. Les ancêtres, quand ils ne sont pas contents, ils se manifestent au travers de cauchemars, de maladies, ou ils frappent les récoltes. Ça arrive souvent que quand les choses se passent mal, quand l'orthopraxie des rites n'est pas vraiment respectée, quand la dimension un petit peu chronophage du travail n'est pas non plus également répartie entre leurs descendants, ils se manifestent par la possession. C'est-à-dire qu'ils vont prendre possession d'une personne du village et au travers d'elle, envoyer un message à leurs descendants pour réguler un petit peu leur relation. Très souvent, ça se passe très très bien et ils comprennent assez vite. Ils ont très peur des maladies, sachant que la majorité meurt, vu qu'ils n'ont pas d'hôpitaux. Il faut comprendre qu'au moins un enfant sur deux meurt simplement parce qu'il n'a pas accès aux soins. Mais ils le prennent très très bien, ils en parlent en rigolant. Du coup, ils ont un rapport à la mort qui est vraiment différent d'une autre. Les pouvoirs dont j'ai parlé au début, j'aurais posé la question, j'aurais dit, mais vous ne volez pas, vous n'êtes pas invisible, qu'est-ce qui se passe? Et ça les a bien fait rire, ils nous ont expliqué qu'en fait, à l'époque, jadis, c'est comme ça qu'ils utilisent l'expression, dans les premiers temps. Alors dans les premiers temps, leurs ancêtres avaient beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient voler, ils pouvaient jeter des sorts, ils pouvaient tuer des gens avec un seul mot. Mais les choses maintenant sont différentes. Plus le temps passe, moins ils sont honnêtes. C'est-à-dire que pour eux, les pouvoirs qu'ils ont vont de pair avec l'honnêteté qu'une personne a. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand une personne disait qu'elle faisait quelque chose, elle le faisait vraiment. Elle promettait, elle le faisait. Ils avaient une seule parole. La vérité sortait vraiment de leur cerveau. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors qu'à présent, les gens mentent. Ils ne respectent pas leurs paroles. Ils changent les prix des denrées alimentaires. Et ils disent qu'ils vont aider, en fait, ils ne vont pas aider. Et c'est à cause de ce genre de choses que les bâtis ont perdu leur pouvoir. Alors, selon eux, selon les vieux, ils n'ont plus aucun pouvoir. Eux, ils m'ont dit non, non, mais nous, on n'a plus de pouvoir. Nous, on est des bons musulmans. On n'a plus aucun pouvoir. Mais nos ancêtres, ils en avaient beaucoup. Ils en avaient beaucoup. Et vu que nous, on n'a pas respecté en fait, les commandements, on n'a pas vraiment respecté ce qu'il fallait, nos règles de conduite, les traditions, à présent, eh ben, on est comme on est. Par contre, les jeunes, eux, sont encore persuadés d'avoir des pouvoirs. Ils sont persuadés que quand ils parlent leur langue, le Minak Eso, ou Bahasa Utan, ça dépend comment, ou Bahasa Gunung, ils sont persuadés que quand ils prononcent cette langue dans un endroit comme cette forêt sacrée, tout ce qu'ils vont dire va se réaliser. Simplement parce que dans cet endroit sacré, ils sont encore à l'abri du monde moderne. Donc les plus jeunes sont souvent réprimandés par les plus vieux. Et les plus vieux leur ont expliqué qu'il fallait éviter de me parler sans leur présence parce qu'ils donnaient trop d'informations et les vieux n'étaient pas vraiment d'accord avec ce qu'ils disaient. Alors du coup, j'ai dû aller parler aux femmes qui ont corroboré la version des jeunes. Et les vieux n'étaient pas contents. Du coup, c'est un peu le travail du chercheur. On est obligé d'avoir plusieurs sources d'informations pour être sûr de ce qu'ils nous disent. Et c'était très compliqué parce que le Minak Eso est une langue que personne ne comprend à part les gens qui vivent là-bas. Mon traducteur, qui a l'habitude d'aller sur ces rames, qui parle aussi le malais, il ne comprenait rien du tout. Ce qui fait qu'on était les deux un peu bêtes parce qu'on était là, on les regardait, puis pendant des heures, ils parlaient entre eux, puis on était là. Puis des fois, on leur posait une question, alors ils changeaient de langue, ils nous répondaient. Après, ils repartaient dans leur langue. Alors, j'ai récolté un peu de leur langue, je connais certains mots, mais vraiment, en fait, les mots de base. En conclusion, j'aimerais dire que l'exode des jeunes vers les agglomérations, en fait, ça casse vraiment cette chaîne de transmission du savoir. Et c'est une petite expression que j'aime beaucoup, quand les oreilles sont plus présentes, c'est à ce moment-là que les stylos doivent vraiment faire leur travail et récolter les informations. Du coup, c'est en ce sens-là que je tiens encore une fois à remercier la Fondation, parce que c'est grâce à elle que nous, chercheurs, nous avons pu conserver ce patrimoine vraiment, vraiment, vraiment très important
et qu'on a pu vous le mettre à portée. Je vous remercie.